Salut, bienvenue dans ce cours sur la transformation chimique, partie 2. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équation bilan. Donc nous allons voir ensemble comment la représenter, et puis ensuite comment l'équilibrer et ce que ça veut dire. En route! Pour commencer, nous allons décrire un cas général. Donc dans ces cas général, nous allons choisir deux réactifs, le réactif numéro 1 et puis le réactif numéro 2. Donc ici, j'ai utilisé un code couleur, et les réactifs sont écrits en rouge, et nous allons obtenir des produits de réaction. Alors ici, j'ai décidé de choisir deux produits de réaction, le produit numéro 1 et le produit numéro 2. Donc pour le code de couleur, les produits de réaction seront indiqués en vert. Et puis la partie en violet, eh bien c'est les actions qui sont en train de se produire, ou le reste. Donc on peut écrire l'équation bilan sous la forme d'une phrase qui résume ce qui va se passer. Donc dans le cas général, le réactif numéro 1 réagit avec le réactif numéro 2 pour donner le produit numéro 1 et le produit numéro 2. Donc si je résume, on a un réactif et un second réactif, ils réagissent ensemble. Et puis au fur et à mesure de la transformation chimique, ils vont disparaître, mais à la place va se former des produits de réaction, le produit numéro 1 et le produit numéro 2. Donc ce qui est à gauche du pour donner qui est ici, c'est ce qu'il y a avant la transformation chimique. Et puis ce qu'il y a à droite de pour donner, c'est ce qu'on obtient à l'arrivée, donc c'est les produits, ce qui se passe après la transformation chimique. Cette manière d'écrire ne nous dit rien sur la manière dont ça se passe et ce qui se passe pendant la transformation chimique. C'est pour ça qu'on parle d'équation bilan. C'est un bilan qui nous indique ce qu'il y avait avant et puis ce qu'il y aura après. Eh bien, cette écriture sous forme de français n'est pas toujours très pratique, et donc on va utiliser un langage mathématique ou semi-mathématique. On va remplacer le réagit avec par un plus. Donc ici, le réagit avec est en violet, le plus est en violet. Et puis les réactifs numéro 1 et numéro 2, on va les appeler R1 et R2 pour simplifier. Et puis dans une vraie transformation chimique, eh bien on notera ici les formules chimiques, les formules brutes souvent des composants chimiques, des réactifs qui seront en présence. Pour donner, ce verbe, cette expression, va être remplacé par une flèche. Attention à l'écriture de la flèche, elle va de la gauche vers la droite, c'est une flèche simple, donc il ne faut pas être fantaisiste au niveau de l'écriture, ce n'est pas parce que je suis maniaque, mais c'est parce qu'il existe d'autres types de flèches, et elles ont parfois d'autres significations. Donc pour être sûr de ne pas créer de confusion, il faut écrire la flèche comme ceci. Et puis nous obtenons les produits 1 et 2 que nous allons appeler P1 et P2, et comme il y en a deux, P1 et P2, eh bien le « et » va s'écrire par un plus. Attention, avant la transformation chimique, le plus veut dire réagit avec, tandis que après la transformation chimique, le plus veut tout simplement dire et. Donc nous pouvons lire ceci comme cela, comme ça, R1 plus R2 flèche P1 plus P2, mais quand on lit ça, on lit R1 réagit avec R2 pour donner P1 et P2. Et c'est ça qu'on appelle l'équation bilan ou l'équation de réaction d'une transformation chimique. Alors ça c'est un cas général, et puis nous allons remplacer les réactifs 1 et 2 et les produits 1 et 1, 2 par les substances chimiques qui peuvent être présentes dans telle ou telle transformation chimique. Il y a un autre point important qui n'est pas encore représenté ici, c'est le fait on indiquera quelle quantité de chaque réactif il faut utiliser, ça s'écrira devant les réactifs, et on notera aussi quelle quantité de produit on va obtenir au cours de la transformation chimique, et ça sera noté aussi devant chacun des produits. Après le cas général, nous allons illustrer ce cas par un exemple particulier, donc les transformations chimiques dites de combustion. Alors d'abord, on va définir ce que c'est qu'une combustion. Eh bien, une combustion, c'est une transformation chimique qui fait partie de la famille des oxydations à chaud, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, et elle nécessite la présence de deux réactifs. Le réactif qui va brûler, on l'appelle le combustible, et puis un second réactif qui va permettre de faire brûler, qu'on appelle le comburant. Eh bien, ces deux réactifs vont réagir ensemble pour donner des produits de réaction. Si un des deux manque, il ne se passe rien du tout. Donc si vous avez un combustible tout seul, il ne se passe rien. Prenons l'exemple, un morceau de bois.
c'est un combustible, eh bien si vous avez juste un morceau de bois, il ne se passe rien. Il faut le comburant. Le comburant, en l'occurrence, ça va être le dioxygène qui est présent dans l'air, le gaz qui est présent dans l'air. Eh bien, ce n'est pas parce que vous avez du bois et du dioxygène que vous avez une transformation, chimique, de combustion. Il faut en plus quelque chose d'autre qui va permettre de démarrer cette, transformation chimique, de l'initier. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Et si cette énergie d'activation est présente en quantité suffisante, alors la transformation chimique peut démarrer et nous verrons que dans une, combustion, eh bien, le fait que la transformation chimique démarre suffisamment fait que, il y a une énorme quantité d'énergie thermique qui est dégagée, qui va permettre à la transformation chimique de continuer à avoir lieu. Vous savez tous que si on prend une bûche, eh bien, c'est pas facile de, la faire brûler, parce qu'il faut une grande énergie d'activation. C'est plus facile avec un tout petit morceau, de bois. Eh bien, si avec un tout petit morceau de bois, on arrive à faire chauffer suffisamment en le faisant brûler un morceau un peu plus grand, ce qu'on appelle du petit bois quand on fait un feu, et ainsi de suite, et qu'on a suffisamment d'énergie d'activation, c'est-à-dire qu'on a, une combustion suffisamment importante, alors on arrive à faire démarrer une bûche et une fois qu'elle se met à brûler fort, eh bien, il n'y a plus besoin de rien d'autre que, de l'air, avec le dioxygène qui est présent dedans et du bois. Et une fois que c'est bien parti, ça brûle tout seul. C'est pour ça que quand vous avez une forêt qui est en train de brûler, un incendie de forêt, c'est très difficile de l'arrêter, parce que l'énergie, qui est dégagée par la combustion est tellement importante que, elle auto-entretient la transformation chimique jusqu'à temps que, un des 2 réactifs disparaisse. Alors si on laisse faire, eh bien, généralement, c'est le bois qui finit par disparaître, puisque, l'air, il y en a, beaucoup autour de nous, il y a l'ensemble de l'atmosphère. Reprenons les définitions. Le premier réactif est le combustible, c'est le réactif qui est capable de brûler. Généralement, ce sont les matières carbonées qui, jouent, ce rôle. Donc toute la matière carbonée, le bois, le papier, les êtres vivants en général. Donc si vous prenez un morceau de viande et que vous le mettez, dans un endroit où il fait extrêmement chaud, eh bien il peut se mettre à brûler. Si vous mettez un rôti au four et que vous chauffez très très fort pendant longtemps, il finit par brûler. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que les matières carbonées qui sont des combustibles. Par exemple, certains métaux sont tout à fait capables de brûler. Le fer est un, métal qui est capable de brûler. Alors ça peut paraître surprenant, mais pourtant c'est le cas. Alors, un peu plus de précision sur les matières carbonées, eh bien c'est tout simplement les matières qui contiennent du carbone. Elles sont toutes combustibles. Donc, vous avez, les hydrocarbures, donc, qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Parmi ces hydrocarbures, nous avons les carburants, c'est ceux qu'on utilise pour faire fonctionner des moteurs thermiques, donc l'essence ou le gazole pour des moteurs d'automobile ou de camion, le kérosène pour les avions par exemple, mais aussi le gaz naturel, le gaz de ville, le méthane, qu'on a déjà rencontré dans des vidéos précédentes, ou bien le butane ou le propane, qui sont dans des bonbonnes de gaz bleu ou orange, ou bien le GPL, gaz de pétrole liquéfié, qui est un mélange essentiellement de butane, propane et éventuellement un peu d'eau de gaz. Mais vous pouvez aussi brûler du bois, du charbon, des matières plastiques qui sont issues, de l'industrie du pétrole, sont, des excellents combustibles et sont capables de brûler, tout à fait. Et donc de manière générale, tous les êtres vivants, sont, constitués de matière carbonée. Alors, le fait qu'ils brûlent ou pas, ça dépend, de la température et puis aussi de la quantité d'eau qui est présente dedans. On pourra revenir dessus plus tard. Concernant le comburant, eh bien, il en existe plusieurs, mais dans 99,9 des cas, eh bien, il s'agira du dioxygène qui est présent dans l'air. Donc si on veut être précis, on dit que le comburant est le dioxygène, et puis de manière plus générale, eh bien, sauf si on a une bonbonne de dioxygène pur, ce qui peut être le cas par exemple pour un chalumeau à oxyacétylène, sinon, eh bien, on va prendre tout simplement de l'air, puisque nous savons que dans l'air, il y a à peu près 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote. Donc, la combustion dans l'air sera moins efficace que la combustion dans le dioxygène pur, puisqu'il y aura, les 4/5 de gaz présents, qui ne serviront à rien, en l'occurrence le diazote, mais malgré tout, ça brûle quand même très bien. Je rappelle qu'il y a 78 de diazote, 21 de dioxygène dans l'air, ça fait 99, et donc on dit en gros, 4/5, 1/5. Après si on veut être très précis, le 1 qui reste, c'est essentiellement de l'argon, de la vapeur d'eau, un tout petit peu de dioxyde de carbone et ensuite plein d'autres substances.
Mais contrairement à ce que beaucoup d'élèves croient, il y a extrêmement peu de dioxyde de carbone dans l'air, très, très, très peu, 0,01, mais il a une importance, dans le cadre de l'effet de serre, au même titre que d'autres gaz comme le méthane ou la vapeur d'eau. Ce gaz est très connu aussi parce que les plantes en particulier en rejettent. Venons maintenant sur un point qui est délicat, il s'agit du feu. Alors le feu, tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'est capable de dire exactement ce que c'est. Donc le feu n'est pas une substance chimique, ce n'est pas une matière et donc les gens qui pensent que le feu est une matière au même titre que l'eau, l'air ou la terre, se trompent. Donc cette théorie, qui vient d'Empédocle et d'Aristote, qui date de la haute antiquité, n'a plus de sens aujourd'hui, même s'il est encore utilisé par certains. Je rappelle que la terre, c'est un mélange très complexe et variable d'énormément de substances chimiques solides. L'eau, c'est, une substance, c'est un corps pur simple, mais il est généralement, mélangé avec, des substances dissoutes dedans, ce sont des solutions aqueuses, en très petite quantité, on les appelle les sels minéraux. L'air, c'est donc un mélange de gaz, essentiellement le diazote et le dioxygène. Eh bien, le feu n'est pas une matière, lui. Qu'est-ce que c'est que le feu? Eh bien, c'est le fait qu'à un endroit où il y a une transformation chimique de combustion, eh bien, il y a, un dégagement de chaleur extrêmement important et très souvent aussi, de la lumière qui apparaît. Eh bien, cet ensemble de lumière et de dégagement de chaleur qui est, consécutif au fait qu'il y a une transformation chimique à un endroit donné, de combustion, eh bien, c'est ça qu'on appelle le feu. Donc le feu se trouve à l'endroit où il y a la combustion. Il est généralement caractérisé par la présence d'une flamme, avec de la lumière qui est émise, et puis il y a un dégagement de chaleur important. Donc le feu n'est ni une matière, ni un élément, ni une entité vivante. Alors je dis ça parce que les expressions comme, le feu se nourrit de quelque chose ou bien, eh bien, laissent entendre que le feu serait une entité vivante. Ce n'est absolument pas le cas, ça peut être une image poétique, mais ça n'a pas de réalité du point de vue scientifique. Alors, on peut tout à fait avoir une combustion sans qu'il y ait une flamme. Par exemple, quand on fait un barbecue, on a souvent des braises et ces braises sont extrêmement chaudes, c'est une réaction de combustion et pourtant il n'y a pas de flamme qui est présente. Et puis les couleurs de flammes peuvent varier, ça dépend de la composition chimique des réactifs. Par exemple, si on brûle, quelque chose dans lequel il y a du cuivre, on peut avoir, ou du chlore, on peut avoir une flamme verte. On peut avoir une flamme, jaune qui est la plus courante. Si on brûle, des dérivés du potassium, on peut avoir une flamme violette. Donc c'est ce qui se passe, par exemple, quand on regarde des feux d'artifice. Dans les feux d'artifice, on a, un mélange de substances chimiques, souvent avec des métaux, plus ou moins rares, le lithium, le potassium, et ainsi de suite, et c'est ça qui va permettre d'obtenir une grande variété de couleurs dans les feux d'artifice. La couleur peut dépendre aussi d'autres choses, et là ça n'a absolument rien à voir avec la composition chimique, c'est la température de la flamme. Donc par exemple, quand on a, un bec Bunsen, dans un labo de chimie, ou bien quand on a un chalumeau, ou bien même, quand on a, une cuisinière à gaz, eh bien on sait qu'on peut avoir une flamme qui est bleue ou bien jaune, et la flamme bleue a une température beaucoup plus élevée. Alors ce n'est pas entièrement lié, ici à la température, c'est lié à plusieurs facteurs, mais aussi la température. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en astronomie, parce que quand on regarde la lumière qui provient d'une étoile, eh bien, on peut déterminer la température de surface de l'étoile grâce à la couleur. Parce que une étoile n'est pas une boule de feu, attention, hein. Donc ce n'est pas ce que j'ai dit, une étoile, c'est une boule de matière qui a une température extrêmement élevée et qui va dégager de la lumière. Mais il y a un lien entre la température de la surface de l'étoile et la couleur de la lumière qui est envoyée. Donc il y a une branche de l'astronomie qu'on appelle l'astrophysique, qui va étudier, plus précisément la spectroscopie, qui va étudier, la composition, d'une étoile, sa température, grâce à la couleur de la lumière qu'elle nous envoie. Dernier point, si tu as eu une, petite formation sur le feu, en particulier si tu es pompier volontaire, tu as certainement entendu parler du triangle du feu. Eh bien, ce triangle du feu, c'est tout simplement une manière de représenter ce qu'on a dit plus haut. C'est que pour qu'un feu existe, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait une transformation chimique de combustion, eh bien, il faut à la fois le comburant, qui est indiqué en bleu ici,
c'est la substance qui va brûler. Le combustible, c'est la substance qui permet de faire brûler. Les 2 vont disparaître. Quand tu fais brûler, un morceau de bois, eh bien, à l'arrivée, il est plus là, le morceau de bois. Il reste quelques cendres qui sont les parties qui ne brûlent pas. Et puis, on obtient d'autres choses. Donc, ça a disparu certes, mais il y a d'autres choses qui se sont formées. Alors la plupart du temps, on s'en rend pas compte, parce qu'au-dessus d'un feu, en fait, il y a des gaz qui s'échappent, et si on pouvait avoir un énorme ballon qui nous permettrait de récupérer tous les gaz, échappés, on se rendrait compte que la quantité de matière qui était présente dans le bois, se retrouve ou bien dans le charbon ou autre, se retrouve à l'arrivée dans les gaz. Et puis, pour fermer les triangles, eh bien, il y a l'énergie d'activation qui est souvent représentée sous forme de chaleur. Alors, la chaleur est une forme de l'énergie d'activation, ça peut être une étincelle ou une flamme, c'est ce qui se passe par exemple dans un briquet, où avec une étincelle, la présence du gaz combustible qui est dans le briquet, alors souvent au début c'est sous forme de liquide, et quand on appuie sur le petit bouton, il se vaporise. Au contact de l'air, nous avons le gaz dans le briquet, c'est souvent du butane, le dioxygène qui est présent dans l'air, l'étincelle qui est provoquée par le roulement de la pierre du briquet, et qui fait l'étincelle, qui permet de démarrer la combustion. Et puis une fois que ça a démarré, eh bien, on n'a plus besoin de l'énergie d'activation puisque l'énergie dégagée est suffisante pour continuer la transformation chimique. Donc cette représentation symbolique nous montre le combustible et les comburants qui sont les réactifs, et puis l'énergie d'activation. Une flamme, une étincelle pour un briquet, de la chaleur, ça peut être suffisante. Si tu mets de l'huile dans une poêle et que tu fais chauffer très fort, eh bien, si la température de l'huile devient, suffisamment élevée, elle se met à brûler. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est dangereux, puis en plus ça dégage des fumées qui sont toxiques. Les frottements, bah, c'est le cas par exemple pour les allumettes. Donc une allumette, c'est un morceau de bois, il faut arriver à faire brûler ce bois. Pour ça, il faut élever sa température. Eh bien, on va utiliser une autre transformation chimique. Le bout de l'allumette, c'est une substance chimique qui est capable de brûler à une température plus basse. Et puis quand elle va brûler, elle va chauffer le bois, et c'est le bois qui va se mettre à brûler. Comment allumer le petit bout rouge de l'allumette? Eh bien, grâce au frottement sur, la petite plaque, brune de la boîte d'allumettes, on fait un geste, on fait un frottement, comme quand on se frotte les mains, il y a de la chaleur qui apparaît, de l'énergie thermique. Ça suffit à faire brûler le petit morceau rouge, et puis une fois que celui-ci brûle, l'énergie dégagée permet de faire brûler le bois, et l'allumette va brûler. Alors tout ce que je viens de dire peut se résumer dans les propriétés des combustions. Les combustions sont des transformations chimiques exothermiques. Exo, ça veut dire vers l'extérieur, thermique, ça veut dire la chaleur, donc ça dégage de la chaleur vers l'extérieur. Si l'énergie d'activation est suffisante, la combustion démarre. Si l'énergie n'est pas suffisante, il ne se passe rien. Si tu regardes ton morceau de bois que tu as en main et que tu n'as pas d'énergie d'activation, il ne brûle pas. L'énergie thermique dégagée, alors sous forme de chaleur, permet d'entretenir la combustion. Une fois que ça a bien démarré, ça brûle tout seul. Comme pour toutes les transformations chimiques, les combustions fonctionnent mieux si les réactifs sont bien mélangés. Alors là, on peut revenir à l'idée de la guerre. Si tu as une grande plaine immense et que tu mets tous tes soldats les uns à côté des autres, et puis que tu lances la charge, chaque soldat aura en face de lui un adversaire. Donc la bataille va pas durer très longtemps. Si par contre tu es dans une sorte de couloir, de détroit très fin, comme par exemple dans la fameuse bataille des Thermopyles, qui est illustrée dans le film 300, alors à ce moment-là, même si tu as beaucoup de monde, eh bien s'il n'y a que quelques adversaires qui sont les uns en face des autres, il va falloir énormément de temps pour que tous puissent aller à la bataille. Eh bien, c'est pareil, si tu prends une grosse bûche, il n'y a que la surface de la bûche qui est au contact de l'air, et tout ce qui est à l'intérieur de la bûche n'est pas en contact avec l'air, donc ça peut pas brûler bien. Par contre, si tu réduis ta bûche en sciure, et que tu fais brûler, à ce moment-là, chaque petite particule de bois va pouvoir réagir directement avec de l'air. Alors ça peut être très dangereux, voire même explosif, parce qu'une explosion, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une transformation chimique qui va avoir lieu très très brutalement, parce que tous les réactifs, toutes les particules ou toutes les molécules qui sont présentes vont quasiment réagir en même temps, et donc il va y avoir un énorme dégagement de chaleur, une dilatation de l'air qui est autour, avec une détonation, une explosion. C'est ce qui est indiqué après, une explosion est souvent le résultat d'une combustion brutale où une grande partie des réactifs ont réagi très rapidement. Ça provoque un dégagement gazeux important et violent. Et c'est l'augmentation du volume des gaz sans S et l'énergie dégagée qui constitue l'explosion.
C'est des choses qui peuvent arriver, par exemple, dans un silo à grains où il y a beaucoup de poussière, par exemple de blé, et bien, s'il y a une étincelle quelque part, et bien, une explosion peut avoir lieu, dans ces environnements, donc c'est des endroits où il faut faire, très attention, où ça peut être très dangereux. Alors comme je l'ai déjà dit, une transformation chimique, en milieu ouvert finit toujours par s'arrêter. Si elle s'arrête, c'est que, il y a un réactif qui est en défaut. Alors quand on fait brûler un objet, généralement, c'est l'objet qui est en train de la substance chimique qui est en train de brûler, qui finit par disparaître entièrement. Pourquoi? Parce que, généralement, l'air n'est pas limitant, il y en a suffisamment. Maintenant, si on fait ça dans un récipient qui est fermé, alors à ce moment-là, la transformation chimique va s'arrêter quand il n'y aura plus, de dioxygène, puisque s'il n'y a plus de comburant, il manque un des 2 réactifs et à ce moment-là, la transformation s'arrête. Si on fait brûler un combustible dans un endroit où il n'y a pas assez de comburant, alors on dit que la combustion est incomplète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits de réaction qu'on obtient, eux-mêmes, seraient capables de brûler s'il y avait encore du dioxygène. C'est le cas, par exemple, quand on a un chauffage qui fonctionne mal, eh bien, au lieu d'obtenir, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, on va obtenir du monoxyde de carbone. Et ce monoxyde de carbone lui-même serait encore capable de brûler si on le mettait dans des bonnes conditions. C'est une combustion incomplète. En l'occurrence, ça peut être très dangereux parce que le monoxyde de carbone est un gaz extrêmement dangereux qui peut même être, mortel assez rapidement. Alors ça nous dit quelque chose d'important, ça nous dit que si on règle la proportion d'air qui arrive, eh bien on n'obtient pas forcément les mêmes produits de réaction. Donc c'est ce qui se passe quand par exemple, on a un chalumeau ou bien un bec Bunsen, il y a une virole dessus qu'on peut faire tourner, donc sur le matériel de camping, ça existe aussi, en tout cas le vieux matériel. Eh bien si on tourne la virole et qu'il y a beaucoup d'air, on va obtenir une flamme bleue très chaude, on obtient du dioxyde de carbone, et puis si on ferme un peu la virole, il n'y a plus assez d'air, et à ce moment-là, on va obtenir une fumée noire, c'est des fumées noires de carbone et du monoxyde de carbone qui vont se former. Donc la combustion est incomplète, elle est de mauvaise qualité et elle peut éventuellement être dangereuse à cause des dégagements de nouveaux produits de réaction qui peuvent être toxiques. Si on veut stopper une transformation chimique, de manière générale, eh bien, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'empêcher le contact entre les réactifs en les séparant, tout simplement. Et nous verrons des exemples pour la combustion. La deuxième manière, c'est d'enlever un des 2 réactifs, donc s'il est plus là du tout, ben, il se passe rien. Et puis la troisième, c'est de se retrouver en dessous du seuil, de l'énergie d'activation. Par exemple, pour une combustion, si on abaisse suffisamment la température, eh bien à ce moment-là, la combustion n'arrivera plus à se produire. Ici, la remarque en vert, ce que j'ai déjà dit, si la combustion est complète ou si la combustion est incomplète, les produits de réaction ne sont pas forcément les mêmes. Alors en combustion complète, si on obtient de l'eau et du dioxyde de carbone, ce sont des substances qui ne peuvent plus brûler. Par contre, dans la combustion incomplète, on obtient du monoxyde de carbone et lui est capable éventuellement de brûler. C'est pour ça qu'on dit que la combustion est incomplète. Ici, je te propose un certain nombre de questions, liées à les notions de combustion et je vais te laisser, réfléchir dessus. Je te fournirai un corrigé complet et détaillé, des 10 questions qui sont posées ici. Donc il faut un peu, travailler et réfléchir. Les réponses ne sont pas si évidentes que ça. Tu peux aller te renseigner sur internet, autour de toi, dans ton livre. Voilà pour cette, 2e partie. Nous viendrons plus en détail sur la manière d'équilibrer, enfin d'écrire d'abord et ensuite d'équilibrer les équations bilan. À bientôt, ciao, ciao.